On a encore de longues années de boulot devant nous en électricité. Les robots sont pas prêts de nous faire l'installation électrique à notre place. Bon, là, c'est avec l'ordinateur que ça va se passer. Et donc, pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà ChatGPT, vous savez à peu près ce que c'est comme logiciel et ce qu'on peut en faire. Donc, ceux qui connaissent pas ce ChatGPT, en fait, c'est un peu comme Google. On va pouvoir poser tout un tas de questions, sauf qu'on aura vraiment l'impression de discuter avec une personne. Et du coup, on va pouvoir lui poser plein de questions sur l'électricité et voire même peut-être encore plus sur à peu près n'importe quel type de travaux. Comme ça, pour tous ceux qui sont en apprentissage, vous pourrez bâcher votre prof au CFA. Pour tous ceux qui ont des doutes sur simplement le bricolage qu'ils vont faire chez eux, au niveau des normes, on va voir qu'on va pouvoir lui poser énormément de questions. Moi, j'en ai posé juste 2-3 pour faire un test comme ça, mais je vais être un peu comme vous, on va être en impro total. On va voir si ce petit chat GPT, il connaît bien un peu toutes les normes électriques et on va voir, parce qu'à mon avis, je vais en apprendre aussi et même moi, ça va me servir, je pense, pour plus tard parce que les normes, il y en a énormément, je les connais pas toutes par cœur. Donc moi, je vais me faire un petit café et on y va juste après ça. Disjoncté. Ok, donc là, on arrive sur la page de Google. Là, ce qu'on va faire, on va taper donc chat GPT. Voilà, GPT, normalement. Vous prenez le premier lien, enfin le lien en tout cas, ça doit être openai.com. Vous prenez ça, on met en grand écran. Et là, vous arrivez donc sur la page de présentation de OpenAI, ChatGPT, tout ça. Il n'y a pas 50 trucs à faire, c'est en anglais, mais c'est pas compliqué parce qu'on va juste cliquer sur Try ChatGPT. Et là, on arrive sur la page ici. Donc là, il n'y a pas 36 trucs à faire non plus. Vous avez votre historique de toutes les questions que vous avez pu poser. Vous faites un New Chat en haut. Et là, vous avez votre barre juste en bas ici. Et là, on va commencer à lui poser des questions un peu bébêtes. On va lui dire, donc, connais-tu les normes électriques? Juste question très ouverte. On va voir ce qu'il répond. Oui, je connais les normes électriques. Les normes électriques définissent les exigences pour la conception, l'installation et l'utilisation des équipements électriques pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Il existe des normes électriques nationales et internationales qui peuvent varier d'un pays à l'autre. Les normes électriques les plus couramment utilisées aux États-Unis sont celles émises par l'Institut national normalisation. Bon, bref, il nous parle des États-Unis. On va lui dire oui, mais les françaises. Vraiment, on va lui sans l'accent sur le C et tout, on va vraiment faire le gros bêta quoi. Là, direct, il nous dit les normes françaises sont émises par l'association normalisation AFNOR. Donc là, il nous parle bien de normes électriques. On a juste rajouté 4-5 mots, donc c'est assez intelligent ce machin. Les normes électriques en France sont émises par l'association française de normalisation AFNOR. Les normes électriques françaises sont basées sur les normes internationales et européennes, notamment la norme CEI, Commission électrotechnique internationale, et les normes CENELEC, Comité européen de normalisation électrotechnique. Les normes électriques les plus couramment utilisées en France incluent la norme NFC 1500, bingo, pour l'installation électrique des bâtiments résidentiels et la norme NFC 18510 pour les installations électriques industrielles. Il existe également les normes pour les équipements électriques spécifiques comme les normes de sécurité pour les appareils électroménagers, blablabla, ça c'est pour les fabricants de machines à laver en gros. Donc, on va quand même lui poser 2-3 questions avant de commencer pour que vous vous rendiez bien compte que les normes, la NFC 1500, elle change pas tous les 3-4 mois. On va lui demander à lui, parce qu'il n'est pas connecté en direct à Internet, il a juste une base de données énorme. Donc on va lui dire de quand date ta dernière mise à jour. On lui parle à lui là. Il nous dit ma dernière mise à jour de mes connaissances est datée de 2021, donc mes informations sont potentiellement obsolètes. Il est important de vérifier que les informations que je vous donne sont à jour et de consulter les sources fiables pour tout projet ou question importante qui nécessite des informations récentes et précises. Donc voilà, sur les normes, faites attention. Si vous utilisez une autre NFC, quelque chose. Nous, pour la 1500, il n'y a pas de problème de 2021 à aujourd'hui, il n'y a pas eu de changement majeur, rien du tout même.
Enfin, rien du tout. Je m'avance un peu, mais je dirais, il y a peut-être eu 3 lettres qui ont changé, quoi, c'est tout, quoi. Et donc pour la 18, la NFC 18510, tout ça, faites gaffe. Moi, je les connais pas. Donc, ok. Donc là, on va lui dire pardon, excusez-moi, quelle est la dernière mise à jour de la NFC 1500. On va l'écrire comme un cochon, tout attaché comme ça, pour voir s'il comprend. Alors, la dernière mise à jour de la norme NFC 1500 qui définit les exigences pour l'installation électrique dans les bâtiments résidentiels en France est la version 2020. Cette version a été publiée le 15 juin 2020 par l'Association française de normalisation AFNOR et remplace la version précédente datée de 2015. Il est important de vérifier que vous utilisez la dernière version de la norme NFC 1500 pour vous assurer que vous respectez les exigences en vigueur pour votre projet. Ok, donc on va lui dire c'est l'amendement 5, point d'interrogation, parce que je vous avoue que je crois que l'amendement 5 est plus vieux que ça. La version 2020 de la norme NFC 1500 est en effet l'amendement 5 de la norme qui a été publiée en juin 2020. L'amendement 5 apporte des modifications pour tenir compte des évolutions techniques, réglementations, des nouvelles exigences en matière de sécurité et de performance énergétique. Il inclut notamment des modifications pour les installations photovoltaïques. Voilà, d'accord, ok. Parce que l'amendement 5, je crois qu'il était de 2016, septembre 2016, quelque chose comme ça, pour le nombre de prises. Enfin là, il y a eu vraiment un gros changement majeur de pas mal de choses. Mais là, a priori, il y a dû y avoir une mise à jour surtout sur le côté énergétique. Je pense que vous voyez, j'en avais même pas connaissance. Il inclut notamment les modifications pour les installations photovoltaïques, les installations de recharge de véhicules électriques, les dispositifs de protection contre les surintensité, dispositifs nanana, nanana. Ok, donc ouais, en gros, c'était surtout pour les bagnoles électriques et les photovoltaïques, ce qui m'étonne pas. Ça, c'est quand vous réinjectez sur le réseau avec vos panneaux solaires, qu'il vous faut d'ailleurs une attestation violette, je crois, de Consuel, de mémoire. Et, euh, et puis voilà, bref. Donc maintenant, on va lui poser des questions pour nous, pour nos petits travaux à nous, voir comment ça se passe. Donc on va lui dire combien de prises je peux mettre sur un disjoncteur 16 ampères. On va l'écrire en entier pour l'instant. Et on verra après, on lui dira juste des 16A. Selon la norme NFC 1500, vous ne pouvez pas mettre un nombre illimité de prises sur un disjoncteur 16 ampères. En effet, la puissance maximale que peut supporter un disjoncteur 16 ampères est de 3,68 kW. En plus, vous pouvez lui poser des questions de calcul à la con. Je crois que ce truc, c'est même capable de vous coder des trucs informatiques. Enfin, moi, je pige rien au codage informatique, mais voilà. Il faut donc tenir compte de la puissance totale consommée par les différents appareils qui seront branchés sur les prises pour ne pas dépasser cette limite. Il est important de respecter la règle suivante. La puissance totale des appareils branchés sur les prises ne doit pas dépasser 80% de la puissance maximale du disjoncteur pour prendre en compte les pics de consommation. Ainsi, pour les disjoncteurs 16 ampères, vous ne devez pas dépasser 2,944 kW de puissance. Il est également important de tenir compte des exigences de la norme NFC 1500 en matière de densité de prise qui définit le nombre maximal de prises par circuit. En général, il est recommandé de ne pas dépasser 8 prises par circuit de courant de type EF, Schuko, je sais pas ce que ça veut dire, ou 6 prises par circuit pour les prises de courant type CD fiche plate. Ok, bon, jusque-là, c'est un peu bizarre. Il est donc important de faire une étude précise de vos besoins en termes de puissance. Ok, donc là, la réponse, elle est pas top. Elle est pas top, elle est pas top. Donc il est recommandé de... Je croyais que je pouvais mettre 12 prises. Ah, ouais, non, sur un 16 ampères, non, non, il a pas tort. Enfin, c'est bizarre, ça, c'est une subtilité. Euh, on va voir. Je croyais que je pouvais mettre 12 prises. Point d'interrogation.
Il existe effectivement des règles de densité de prise qui définissent le nombre maximal de prises par circuit. Selon la norme NFC 500, il est recommandé de ne pas dépasser 8 prises par circuit de courant, on a compris. Ou 6 prises, nanana, fiche plate. Je sais même pas ce que c'est, fiche plate. Pour des circuits équipant des locaux d'habitation, il est donc possible que vous avez entendu parler de cette règle de densité de prise. Mais il ne faut pas oublier de prendre en compte la puissance totale, où là, il aime bien sa puissance totale, là. Moi, clairement, hein, sur les prises de courant, j'ai jamais entendu parler de calcul de puissance. Ça marche sur les volets roulants, sur le chauffage, des trucs comme ça. En prise, ça se retourne le cerveau, sinon. Puis jamais, on sait jamais si la personne qui habite dans la maison, elle achète un autre équipement, c'est mort. Ok, donc lui, il veut parler de densité de prise. Bon, jusque-là, je suis pas convaincu sur ça. C'est pas grave. On va lui dire combien. Non. Quelle section de fil électrique je dois mettre pour mes 8 prises? Ce qui est bien avec ce truc-là, c'est qu'on lui parle, en plus, quelle section avec juste un L, Roland. Ce qui est bien avec ce truc-là, c'est qu'on lui parle vraiment un peu comme si c'était une personne. Enfin, on sent que on peut poser une question un peu comme ça vient, quoi. La section des conducteurs électriques à utiliser pour alimenter les prises de courant dépend de la puissance totale consommée par les appareils qui seront branchés sur les prises, ainsi que de la distance entre le disjoncteur et les prises. Selon la norme NFC 1500, un disjoncteur de 16 ampères, la section maximale recommandé pour les conducteurs électriques est de 2,5 mm². Jusque-là, tout va bien. Pas maximal. Tu peux mettre en 6 carrés, mais ça sert à rien. Il est important de choisir une section de conducteur suffisamment élevée pour éviter une chute de tension excessive sur le circuit qui peut entraîner des problèmes de fonctionnement des appareils électriques et une diminution de leur durée de vie. Il est donc préférable de prendre une section de conducteur légèrement supérieure à la minimale recommandée pour s'assurer une bonne alimentation électrique. Donc, vous voyez les prises en 1.5 déjà. Après, c'est pas Dieu non plus, hein, ce truc-là, mais les prises en 1.5, c'est encore un truc qui fait que moi, j'ai pas envie de les faire en 1.5, quoi, en fait. Il y a plein de raisons, mais bref. Il est important de noter que ces informations ne tiennent pas compte de toutes les spécificités de votre installation. Il est donc préférable de consulter un professionnel, moi, pour vous assister dans le choix de la section des conducteurs électriques pour votre projet. En général, il est recommandé de prendre une section de conducteurs légèrement supérieure à un des recommence d'une bonne alimentation électrique pour éviter les risques de surchauffe ou de déclenchement intempestif des disjoncteurs. Déclenchement intempestif des disjoncteurs avec une petite section, je vois pas, ça risque plutôt de les faire fondre, surtout, mais là, effectivement, on aura des déclenchements. Ok. Bon, je suis pas convaincu, c'est pas assez précis. Donc, vous voyez, 16 ampères, 2,5 mm². Bon, jusque-là, ok. Donc, il répond quand même à la question. Vous voyez, là, sur ce qu'il vous dit ici en 2,5 mm², ça vous donne un. Là, pour le coup, c'est une information fiable. Je pensais qu'il aurait détaillé un peu plus, parce qu'on a le droit de mettre du 1.5 sur du 16 ampères. Mais on dirait qu'il joue la carte de la sécurité quand même, quoi. Il veut pas trop se mouiller. Parce que je pense qu'il y en a pas mal qui savent pas forcément qu'on peut mettre un circuit de prise 16 ampères avec du 1.5 jusqu'à 8 prises. Donc voilà. Après, effectivement, c'est pas assez précis, mais là, on va lui sortir un cas précis. Donc, vous avez entendu un pote qui vous a dit, ouais, on peut mettre un circuit de prise en 16 ampères avec du 1.5. Donc là, on va lui envoyer toute l'info, vraiment en mode précis. On va arrêter les questions trop larges. Est-ce que je peux mettre 8 prises avec un disjoncteur 16 ampères et du fil en 1,5 mm². Voilà, là vraiment question complètement fermée, quoi.
Alors, il est possible de mettre 8 prises avec un disjoncteur 16 ampères et des conducteurs électriques de 1,5 mm², mais cela dépend, donc il est possible, hein, mais cela dépend de la puissance totale consommée par les appareils. Alors, arrêtez avec cette puissance totale, je pense qu'il parle des cuisines, des trucs comme ça, quand c'est vraiment de la prise d'usage de pièces, chambres, salons, tout ça, on s'en fout de savoir ce qu'il y aura de branché dessus, parce qu'on peut pas le savoir à l'avance. Dans les cuisines, on peut, oui, et puis les normes sont pas pareilles, câblez pas du 1.5 dans des prises de cuisine, c'est interdit. Euh, donc on reprend, mais cela donc dépend. Selon la norme NFC 1500 pour un disjoncteur 16 ampères, la section minimale recommandée pour les conducteurs électriques est de 2,5 mm². Utiliser des conducteurs électriques de 1,5 mm² pour alimenter 8 prises peut poser des problèmes de sécurité, notamment en cas de surcharge électrique qui peut entraîner des risques d'incendie ou de surchauffe des conducteurs électriques. Il est également important de respecter la règle de densité de prise qui définit le nombre maximal de prises par circuit pour ne pas dépasser la puissance limite que peut supporter un disjoncteur 16 ampères qui est de 3,68 kW. Il est donc important de tenir compte de la puissance totale consommée par les différents appareils qui seront branchés. Ça, il insiste, hein, c'est un truc de ouf. Mais bon, bref. Donc il est possible. Ça, il est possible. Mais, vous voyez, ils sont pas chauds hein, pour mettre du 1.5 sur des prises comme beaucoup d'électriciens. Alors, il y a juste beaucoup d'électriciens qui savent pas qu'on peut faire ça. Mais même quand on sait, moi, j'aime pas ça. Hein, les prises en 1,5, surtout sur du 16 ampères. À ce moment-là, du 10, c'est mieux, ça sécurise un peu plus. Parce que voilà, imaginez vous branchez un gros Karcher, que vous faites ça pendant 2 heures, votre 1.5, s'il est à 40 mètres du tableau, franchement, ça va chauffer hein, dans les fils un petit peu. Hein, c'est pas ce que ça va pas apprécier ça énormément. Après, bon, il y a peu de fois où ça va arriver, mais par exemple dans les chambres, si vous voulez faire des économies, là vous pouvez passer en 1.5, même foutre un 10 ampères derrière, hein, c'est pas grave. Ok, donc maintenant, on va voir, on va arrêter un peu avec les normes, vous avez compris un peu le principe, qu'est-ce qu'on peut lui demander au niveau des normes rapidement. Par exemple, combien, on va lui reposer une dernière question sur les normes, et après on va passer à des cas aussi de travaux, vous allez voir, on va changer un peu de style de question. Combien de disjoncteurs je peux brancher, alors on va dire en aval du différentiel, et si on n'a pas le terme technique, on va dire derrière un différentiel pour voir s'il comprend. Combien de disjoncteurs je peux brancher derrière un interrupteur, non, même on connaît pas un différentiel. On va voir vraiment avec. On lui pose pas des questions trop précises, parce que moi j'ai l'habitude des termes techniques précis des trucs, mais c'est vrai que si on connaît pas, faut voir comment ça réagit. La norme NFC 1500 ne donne pas le nombre maximal de disjoncteurs à brancher derrière un différentiel. C'est pas mal, hein. Ce qui est important, c'est de s'assurer que la puissance totale des disjoncteurs ne dépasse pas la puissance maximale supportée par le différentiel. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en gros, si vous avez un 40 ampères, faut pas que vous ayez 10-16 ampères derrière, sinon forcément ça va le dépasser, mais il y a des subtilités à ça. Il est important de respecter la capacité de courant de sortie du différentiel choisi pour s'assurer qu'il peut protéger efficacement tous les circuits qui lui sont connectés. Il est également important de tenir compte de la densité de disjoncteurs pour éviter de surcharger le tableau électrique et de respecter les règles de sécurité électrique. Il est donc préférable de consulter les données techniques du différentiel choisi pour connaître les capacités de courant de sortie et de faire appel à un professionnel pour vous assister dans la conception de votre tableau électrique. Il est également important de respecter la densité de disjoncteurs pour éviter de surcharger. Je sais pas pourquoi il me répète ça à chaque fois. Je pense que il doit y avoir des règles bien précises à respecter, ce logiciel, à dire faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe, sur tout ce qui est au niveau de la sécurité. Ok, bon, là, on n'a pas eu grand-chose. Moi, je vais vous éclairer 2 secondes. Si vous mettez un 40 ampères, c'est soit vous avez 2 règles, soit vous respectez la règle de l'amont, donc c'est ce qu'il y a juste au-dessus, donc le disjoncteur abonné. Par exemple, si vous avez un disjoncteur abonné qui est en 60 ampères, il va falloir mettre un différentiel au-dessus, donc un 63. Et c'est le disjoncteur abonné qui coupera s'il y a une trop grosse surcharge bien avant le différentiel, parce que le différentiel il coupera pas lui s'il y a trop d'ampères qui passent dedans. C'est pas son rôle, c'est un interrupteur, c'est pas un disjoncteur. Donc il est pas là pour les surcharges et les surintensités. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va laisser passer. Si vous avez un disjoncteur abonné en 63 ampères
et que vous avez un différentiel en 40, si votre logement monte à 60 ampères de consommation, enfin 59, hein, ça va pas déclencher le disjoncteur abonné, mais ça va laisser passer 59 dans le différentiel, qui lui est prévu pour 40, il va chauffer, 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 au bout d'un moment il va fondre, mais vraiment il va fondre, hein, genre c'est clair et net. Donc c'est pour ça qu'on surcalibre un différentiel quand on est sur la règle de l'amont, et que du coup il peut pas y avoir de lézard là-dessus. Et après sinon on a la règle de l'aval, donc si c'est toujours un disjoncteur abonné en 60 ampères et un différentiel en 40 ampères, il va falloir additionner les disjoncteurs que vous avez derrière. Donc par exemple vous avez 3 16 ampères et 2 10 ampères, ça va vous faire 32, ça va faire 48, 48 plus 20, donc 68 ampères. Mais les circuits qui comptent pour facteur 1, ça va être les chauffages, les trucs comme ça. Donc 16 ampères sur un circuit de chauffage, ça compte comme 16 ampères. Mais sur des prises de courant type pour des chambres, des salons, des trucs comme ça, 16 ampères, vous le divisez par 2. Donc ça va vous faire 8 ampères. Pareil pour la lumière, le 10 ampères, vous le divisez par 2 et ainsi de suite. Tout ce qui est en gros ligne directe, ça compte 1, genre chauffage, machine à laver, sèche-linge, et j'en passe, enfin vous avez compris. Et tout ce qui est un peu usage aléatoire, prise de courant par-ci par-là, lumière par-ci par-là, vous divisez par 2. Et voilà. Bon, maintenant, donc je suis un peu déçu sur les normes, hein, sur ce qu'ils me racontent. C'est pas, je pensais que ce serait plus clair que ça. On va pas passer 30 minutes parce qu'on pourrait, enfin, je pense que si vous lui posez d'autres questions, que vous reprenez des termes qui vous donnent, vous voyez, par exemple, les densités de disjoncteurs. Si vous reprenez ce terme-là, hop, densité de disjoncteur, que vous dites à quelle densité de disjoncteur, blablabla, vous formulez une question un peu plus précise. Vous voyez, avec des termes très globaux, vous partez d'une question très globale, il vous sort tout un pataquès, vous reprenez 2, 3 mots-clés, vous lui reposez des questions et petit à petit vous affinez. Je pense que vraiment ça peut vous aider sur pas mal de choses. Et encore une fois, moi je pense que ça peut m'aider aussi pour l'avenir si j'ai pas le temps d'appeler enfin j'ai envie de parler à ce truc-là ou parler à un consuel, parce que moi des fois j'appelle simplement les consuels en direct pour poser des questions un peu techniques, mais que si on a tous les termes techniques, toute la circonstance de ce qu'on veut faire, etc., on peut vraiment poser la bonne question et qu'il nous sorte la bonne réponse pile poil, je pense. À voir. Donc maintenant, on va lui dire, à voir, on va poser une question pour du matériel, pour la fourniture de matériel. On va lui dire, je veux installer 3 prises dans une chambre. Attends, 3 prises et 2 simples allumages. Simple allumage dans une chambre. Virgule. Quel matériel je dois acheter? Point d'interrogation. Alors là, plus global tu meurs. Alors, pour installer 3 prises électriques et 2 interrupteurs simples dans une chambre, voici le matériel généralement nécessaire. C'est génial ça. 3 boîtes d'encastrement pour prises électriques. 3 prises électriques correspondant à vos besoins, par exemple prise de type EF pour utiliser les fiches standards, 2 boîtes d'encastrement pour interrupteur. Bon, boîte d'encastrement pour prise électrique ou pour interrupteur, c'est les mêmes. 2 interrupteurs simples, fil électrique de section suffisante pour votre installation, 2,5 est la section minimale recommandée pour un disjoncteur de 16 ampères. Bon. Après, vous voyez là, il vous parle de disjoncteur 16 ampères. Vous pouvez lui reposer la question, quel disjoncteur il faut pour de la lumière. Il va vous dire la section minimale. Alors, vous voyez, vous pouvez vraiment chercher pas mal, quoi. Après, sur Google, on peut à peu près faire la même chose. Sur Google, c'est juste que vous aurez moins l'impression de discuter avec quelqu'un, vous allez tomber plus facilement sur des liens de vente, d'achat. Là, vous tapez ça là dans Google, vous avez tous les sites marchands. Avant de trouver une réponse concrète, ça va être plus dur. Là, où vous savez que vous n'avez pas de pub, pas de machin, c'est là où c'est un gros avantage. Par contre, Google, il va vous sortir le plus pertinent et celui qui a le plus raison en premier. Lui, il va vous donner des réponses à droite, à gauche, il va falloir reposer des questions, réaffiner les recherches, etc. Mais on peut arriver, enfin voilà, on n'est pas pourri par la pub et la vente de matériel directement. Donc on reprend donc des connecteurs électriques pour relier les fils aux boîtes d'encastrement et aux appareillages électriques. Donc ça c'est pas mal, en gros des Wago quoi.
Un disjoncteur 16 ampères pour protéger votre circuit. Alors là, il nous fait une boulette parce qu'en gros, il nous dit qu'on va protéger tout sur le même. Enfin, bon, vous avez vu. Donc, il est important de vérifier que tout votre matériel choisi est conforme aux normes en vigueur pour assurer. Bon, là, il nous remet des couches sur faites gaffe, ce sera pas de ma faute si vous mettez le feu à votre maison. Ok. Donc ça, et là, on va lui dire, connais-tu, qu'est-ce que j'ai fait? Connais-tu le schéma du simple allumage? Alors là, ça serait génial ça. Point d'interrogation, un petit peu de café. Alors, oui, je connais le schéma électrique d'un simple allumage. Il s'agit d'un circuit électrique qui permet d'allumer ou d'éteindre une lampe ou un autre appareil électrique en utilisant un interrupteur. Un schéma électrique d'un simple allumage est généralement très simple. Il comprend généralement un conducteur d'alimentation. C'est dommage qu'il ne nous le dessine pas. Un conducteur d'alimentation phase qui vient de la source d'alimentation, généralement le tableau électrique. Un conducteur de retour neutre qui retourne à la source d'alimentation. Et un conducteur de commande qui va de l'interrupteur à l'appareil électrique à commander. Retour de lampe. Jusque-là, tout va bien. Il est généralement présenté par un schéma simple avec un interrupteur qui est branché entre la source d'alimentation et l'appareil électrique à commander. Il est important de noter la description est très simplifiée, que le schéma électrique peut varier en fonction de la configuration. Blablabla. Bla bla. Ok. Et peux-tu on va dire dessine-le-moi en interrogation. Ah, dommage. Malheureusement, je ne peux pas dessiner de schéma électrique. Je suis un système de traitement de langage capable de vous fournir des informations, des explications sur les sujets que vous me demandez, mais je ne possède pas la capacité de dessiner des images ou des schémas. Il est important de noter que pour des raisons de sécurité, il est préférable de consulter le schéma électrique, blablabla, et de faire appel à un professionnel. Ok, bon, ça c'est dommage, mais après je pense que c'est vraiment, on est un peu au tout début de ce truc-là. ChatGPT, c'est en train de faire un gros boom un peu sur Internet. Je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont entendu parler. Tout le monde parle de gagner de l'argent, de faire plein de trucs. Enfin voilà, faut l'utiliser comme c'est quoi, un outil qui a plein de connaissances, à qui on peut poser des questions, qui connaît à peu près tout, mais qu'il faut orienter petit à petit pour affiner les recherches. Ok, donc bon, vous voyez, avec ça, pour l'instant, on va pas pouvoir faire des travaux de fou, mais ça peut aider un peu. Pour l'instant, je suis pas inquiet pour le métier d'électricien, hein. On va toujours avoir du boulot, ça va pas nous piquer notre travail. Qu'est-ce qu'on peut poser encore comme question? Un truc pertinent, quoi, un truc qui peut servir. Enfin, vous voyez à peu près ce que vous pouvez en dégager, en fait. Vous pouvez, par exemple, ceux qui ont vraiment besoin de chercher des calculs de chute de tension, de longueur de câble et tout, ce truc-là, ce sera le meilleur mathématicien que vous pouvez croiser dans votre vie. Donc, vous pouvez étaler du calcul, lui demander n'importe quoi en termes de calcul. Il va vous reposer des questions s'il n'y a pas assez d'éléments, mais non, après, vous aurez vraiment tout. Donc là, pour les trucs très 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 précis, c'est excellent parce que plus la question est fermée, plus il sera balèze. Plus c'est ouvert, plus il va vous dire attention à si, faites peut-être ça, mais pensez que ça, peut-être éventuellement. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on va lui raconter encore? Hum, Voilà, pour ceux qui veulent des devis d'électricien ou qui trouvent que c'est trop cher, j'avais déjà posé cette question. On va lui dire quel est le taux horaire, vous allez halluciner, d'un électricien. D'un électricien. Point d'interrogation. Alors, le taux horaire d'un électricien varie en fonction de plusieurs facteurs tels que la région où il exerce. Donc ça, c'est absolument vrai. J'ai discuté avec un électricien de Toulouse ce week-end encore et je peux vous dire que c'est pas du tout les mêmes tarifs dans La Rochelle et Toulouse. C'est absolument pas pareil du tout.
Donc il exerce son expérience et sa spécialisation. En général, le taux horaire d'un électricien varie entre 40 et 80 euros de l'heure, donc il y a quand même une sacrée polarité. Il est important de noter que les taux horaires peuvent varier considérablement en fonction de la région où vous habitez, de la nature du travail effectué. Il est également important de noter que certains électriciens proposent des tarifs forfaitaires, c'est-à-dire en gros, quand vous voyez sur un devis, prise de courant avec terre, gna gna gna, ça comprend le bout de gaine, les bouts de fil, le pot d'encastrement, la prise et le raccordement, soit dans la boîte de dérivation, soit sous le disjoncteur ou les deux. Euh, voilà, ça comprend cet ensemble-là, et quand vous voyez un prix affiché là-dessus, ça se trouve, et que vous avez 50 prises dans la maison, il y a une prise où l'électricien il va se faire des couilles en or, et puis il y a une prise qui est carrément à l'autre bout, il va passer 50 mètres de câble, et c'est lui qui va perdre de l'argent. Enfin, dans la globalité, on en gagne parce que c'est le but, mais voilà, c'est ça un prix forfaitaire. Il est également important de noter que certains donc prix forfaitaires pour des prestations spécifiques, comme l'installation d'un équipement électrique. Il est donc préférable de demander un devis pour connaître ou préciser la prestation demandée. Il est important de vérifier les certifications, les qualifications. Attention, faites attention, faites attention, faites attention. Quel est le taux horaire? Ça, c'est un truc qui m'intéresse toujours dans les travaux. Taux horaire d'un plombier. On va voir si je me suis trompé de vocation. Le taux horaire d'un plombier varie en fonction de plusieurs facteurs, tels que la région, donc il va nous ressortir les mêmes phrases. En général, le taux horaire d'un plombier varie entre 40 et 80 euros de l'heure. C'est à peu près pareil. Ça peut varier considérablement. C'est juste que les matériaux sont plus chers en plomberie. Il y en a moins, mais ils sont plus chers. Donc, un bac à douche, une chaudière, nom de Dieu. Ça, vous pouvez voir sur la chaîne de, comment il s'appelle, DJ Plomberie. Il parle de plein de trucs lui aussi en plomberie. Ok. Ouais, bon, jusque-là, nanana, nanana. Ok, ok. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir lui poser comme question? On va lui reposer deux ou trois, puis on va arrêter là. Euh... ta, ta, ta. Ok, donc, quel différentiel je dois installer chez moi? Ouais, c'est ultra large, hein. Là, il va nous sortir tout un paquet d'informations. Donc, il existe différents types de différentiels pour les utilisations et des besoins différents. De choix du différentiel dépendra de la configuration de votre installation électrique et des besoins de votre logement. Pour une installation domestique, il est généralement recommandé d'utiliser un différentiel de type AC, différentiel à courant résiduel. Il est conçu pour protéger contre les défauts à la terre. Il est également installé en tête du tableau électrique pour protéger l'ensemble de l'installation électrique. Il est généralement de type 30 mA ou 40 milliampères. Je ne savais même pas que ça existait en 40. Il est important de vérifier, de toute façon, mettez du 30 milliampères. Il est important de vérifier la conformité de différentiel avec les normes en vigueur NFC 1500 pour s'assurer, gna gna gna. Il est préférable de consulter un professionnel. Ok. Bon, il vous dit un type AC, 30 milli. Bon, en même temps, la question était super large. Vous savez qu'éventuellement, il y a des types A. Et que penses-tu des types A? Alors, on lui repose une question. Alors là, une question précise, mais sans reprendre les termes d'avant. Les différentiels de type A, également appelés différentiels à courant résiduel moyen, sont conçus pour protéger les défauts à la terre et les surintensités. Ils... Et les surintensités? Ouais, la grosse connerie là. Euh... Non, juste, alors il a peut-être confondu, ce qu'il me dit les différentiels, il me parle pas des interrupteurs différentiels. Donc là, voilà, c'est pour ça qu'il dit faites attention à chaque fois à la fin. Là, il parle peut-être des disjoncteurs différentiels et pas des interrupteurs différentiels. Là, c'est peut-être à moi, j'aurais peut-être dû faire gaffe et lui dire de me parler d'interrupteurs différentiels. Bon, passons. Mais voyez, faites gaffe quand même. Donc c'est pour ça, posez plusieurs questions, etc., etc. Si vous avez du temps à perdre devant votre PC, vous lui causez et puis voilà.
parce qu'ils ne gèrent pas les surintensités, hein, les interrupteurs différentiels. Ils sont généralement utilisés pour protéger les circuits qui alimentent les machines, donc pour protéger des circuits, des équipements industriels ou des équipements électroniques sensibles. Ils ne protègent pas les circuits, hein, ils protègent les personnes. Mais encore une fois, c'est qu'ils parlent peut-être des disjoncteurs différentiels. Les différentiels de type A ont un seuil de déclenchement plus élevé que les différentiels de type AC, 30 milli à 100 milli. Ils sont donc moins sensibles aux défauts à la terre de faible intensité. Les différentiels de type A sont généralement utilisés pour protéger les circuits de puissance pour la protection des machines et des équipements industriels. Il est donc important de vérifier que le différentiel choisi est adapté à l'utilisation prévue et qu'il est conforme à la norme en vigueur NFC 1500 pour s'assurer de la sécurité de votre installation. Il est préférable de consulter un professionnel, blablabla. En général, il est préférable, décidément, il se protège, hein, ce truc-là. Donc, ouais. Et dans quel cas je dois avoir un type A dans ma maison? Il est généralement recommandé d'utiliser un différentiel de type AC, différentiel courant résiduel pour une installation domestique standard, car ils sont conçus pour protéger contre les défauts à la terre qui sont les principaux risques électriques dans l'habitation. Les différentiels de type A sont généralement utilisés pour protéger des circuits de puissance pour la protection des machines, des équipements industriels. Il est donc important. Ouais, c'est pas niveau base de données. Ah, il y a cependant des cas où il est nécessaire d'utiliser un différentiel de type A dans une installation domestique, par exemple si vous avez des équipements industriels ou des équipements électroniques sensibles dans votre logement, ou si vous voulez protéger une installation électrique de puissance élevée. Il est donc important de consulter un professionnel, blablabla. Niveau base de données sur l'électricité, la NFC 1500, je suis un peu déçu, hein, je vous avoue. Il aurait pu me parler des machines à laver et des plaques de cuisson. Donc là, il est toujours important de faire gaffe, nanana. Je vais dire, et pour la machine à laver? Parce que moi je le sais, mais mince. Et pour la machine à laver, point d'interrogation. Pour protéger une machine à laver dans une installation domestique, il est généralement recommandé d'utiliser un différentiel de type AC, et qui est conçu pour protéger contre les défauts à la terre. Il est également installé en tête de tableau électrique pour protéger l'ensemble de l'installation électrique. Nanana. Continuer à en faire. À mon avis, ils ont un problème de base de données sur des choses comme ça. C'est trop précis ou je sais pas. Parce que quand il dit de type 30 milliampères ou 40 milliampères, à mon avis, je pense qu'ils ont confondu 30 milli et 40 ampères. Je crois que 40 milli, dites-moi dans les commentaires, mais je crois pas que ça existe, hein. En général, c'est 30 milli enfin bref. Et surtout, ne mettez pas un type AC sur votre machine à laver. C'est refus de consuel, ça, hein. Je sais de quoi je parle. Et pour la plaque de cuisson, on va dire. Et pour la plaque de cuisson, et on va s'arrêter là. Pour protéger la plaque de cuisson dans une installation domestique, il est généralement recommandé d'utiliser un différentiel de type AC. Voilà, encore une boulette. Qui est conçu pour protéger contre les défauts à la terre. Il est généralement installé en tête de tableau, blablabla. Ok, donc sur les différentiels, ChatGPT est nul. On a encore de longues années de boulot devant nous en électricité. Les robots sont pas prêts de nous faire l'installation électrique à notre place. Ok. Bon, vous avez vu quand même un peu ce que vous pouvez faire, hein. Disons que si vous avez plein de questions, que vous démarrez des travaux, vous pouvez peut-être même savoir, ça se trouve, vous lui dites dans les questions, vous voulez acheter votre peinture par exemple, rien à voir avec l'électricité, vous voulez acheter de la peinture, vous lui dites la surface qu'il y a, la hauteur sous plafond. Ça se trouve, il va vous donner le nombre de pots de peinture, le nombre de litres. Si vous lui dites le nombre de couches que vous allez passer sur les murs et tout, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être géniales à prendre en compte. Et au pire, ça peut vous faire des listes avant d'aller chez le fournisseur. Vous voyez ce que vous dit le fournisseur, vous comparez. Enfin, oui,
voilà ce qu'on peut dégager un peu de ce truc-là. Mais faites pas votre installation électrique complètement là-dessus, parce que alors là, les différentiels en AC sur les plaques de cuisson et les machines à laver, c'est faux. Il faut un type A. Je sais plus ce qu'il nous a dit encore. Il a un peu de mal avec le 1,5 sous le 16 ampères, hein, comme beaucoup d'électriciens, vous me direz, mais c'est pas ça, à la limite, c'est pas trop mal qu'ils vous disent de surprotéger, enfin de mettre vraiment une section plus balèze sur du 16 ampères. Voilà, voilà. Je crois que j'avais pas grand-chose d'autre à lui poser comme question. En tout cas, il connaît pas mal la norme NFC 1500 quand même, hein, mais vous voyez, j'ai quand même posé des questions un peu débiles des fois, enfin débiles dans le sens où j'ai posé des questions précises et j'ai posé des questions hyper ouvertes, quoi. Genre, quelle section de fil je dois mettre pour mes 8 prises? Je croyais que je pouvais mettre 12 prises, il vous répond un paquet de trucs. Alors le calcul de puissance sur les circuits de prise, vous embêtez pas avec ça, hein. Peut-être dans la cuisine si vous voulez, mais vous êtes même pas obligé, hein. La cuisine, c'est 4 prises toutes seules sur un disjoncteur en 20 ampères sur le plan de travail, et après c'est minimum 6 en fonction de si la cuisine fait plus de 4 mètres carrés, vous fera minimum 6 prises en totalité dans la cuisine, dont 4 toutes seules sur un disjoncteur en 20 ampères, et pas de 1,5 pour la cuisine. Voilà, en gros c'est à peu près ça. Et au pire vous pouvez aller sur le site Legrand pour chercher tout ça. On va dire, et on va lui demander vite fait quel est le meilleur site internet pour la norme NFC 1500. Il y a plusieurs sites internet. Nanana, voici les exemples de sites qui peuvent vous être utiles. C'est le site de l'association française de normalisation AFNOR propose des informations détaillées sur les normes NFC 1500 et les différents amendements. Le site de la Direction générale de la concurrence, de consommation et de la répression des fraudes, carrément. Le site de l'Union nationale de propriété immobilière, ah ouais, carrément. Hum, Il est important de noter que sont sujettes à changer au fil des années, qu'il est préférable de consulter les dernières versions de la norme, blablabla. Ok, moi je vais vous en donner deux. De toute façon, il y a le site Legrand. Sur le site Legrand, vous tapez norme électrique, blablabla, votre question dans Google, et vous tapez Legrand à côté, ou schémaélectrique.net. Alors schémaélectrique.net, c'est un petit peu plus dur à comprendre si vous travaillez pas dans l'électricité encore que, mais il est trop bien. Franchement, schémaélectrique.net, je vous le mettrai en description, soit en image là. Et puis voilà. Donc bah n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a aidé. Enfin, ça vous aidera peut-être plus dans le futur que voilà, mais au moins vous aurez découvert un peu ce que l'intelligence artificielle est capable de faire à notre place sur sur les normes électriques. Et pour l'instant, c'est vraiment pas fou, quoi. Genre c'est vraiment pas fou. Je pensais que ça aurait été mieux que ça. Surtout sur le nombre de prises électriques, je suis un peu déçu en fait. Encore sur les calibrages de disjoncteurs, enfin encore que. Par contre, c'est pas mal ça. Pour installer 3 prises électriques, 2 interrupteurs simples, voici 3 boîtes d'encastrement, nanana, les sections de fils. Pour, euh, pour vous rendre compte de ce qu'il vous faut, parce que des fois vous dites mince, vous ne connaissez rien aux travaux, vous dites ouais, si je veux installer des prises, il faut que j'achète 3 prises et 3 bouts de fil, quoi. Mais en fait non, il y a les boîtes, il y a le machin, il y a le truc. Donc pour tenir un budget ou vous rendre compte de ce qu'il va vous falloir, ça c'est pas mal. Vous pouvez lui demander voilà une liste de matériel de ce qu'il faut pour installer voilà même une chaudière par exemple. Moi j'en sais rien pour une chaudière. Ce qu'il faut avoir, quoi. Donc moi pareil, je suis comme le débutant, je me dis bonne chaudière, j'achète une chaudière, il faudra quelques tuyaux, mais ça se trouve il faut des colliers pour attacher les tuyaux, il faut j'en sais rien moi, des produits spéciaux à mettre dans les tuyaux pour les laver avant que le fioul il arrive. Enfin, je dis n'importe quoi, mais vous voyez un peu le délire, quoi. Bah moi je vais vous laisser là. Je sais pas comment je vais organiser le montage de cette vidéo parce que j'ai l'écran et ma tronche en même temps, donc on va voir ce que ça va donner. Et puis voilà, au moins pour ceux qui connaissaient pas aussi ChatGPT, vous allez voir que là on parle de travaux, mais vous pouvez parler de n'importe quoi à ce truc-là. Vous pouvez vraiment lui parler de n'importe quoi. Mais dès qu'il va s'agir de trucs un peu sécurité, là comme ça, là comme l'électricité, moi j'ai pu le constater, ça va vous remettre des paragraphes à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Ce qui est pas plus mal.
Mais voilà. Bah moi je vais vous laisser là, je vous souhaite une bonne journée. En attendant, bah soyez malins, soyez disjonctés, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner comme d'hab. Et moi je vous dis à plus, allez salut!